Il s'est passé quelque chose, c'est que mes meilleurs amis a vécu une dépression. Et c'est là un peu où tout a changé pour moi, pour nous, pour ce groupe. Bienvenue dans Minds and Machines, le rendez-vous de la technologie au service de la santé mentale. Animé par Arnaud Bressot, développeur IA et passionné de psychologie. Rejoignez-nous à chaque épisode pour découvrir des innovations, des spécialistes et des histoires inspirantes. Aujourd'hui, on accueille Quentin Lecaille, cofondateur de Tookie, qui est une plateforme pour parler et s'entraider en santé mentale. Au programme, on va parler de pair et danse et aussi de ce qu'on peut faire avec des données. Bonjour Quentin, bienvenue sur le podcast, merci d'être avec nous. Est-ce que tu peux un peu te présenter à nos auditeurs ? Salut Arnaud. Oui, bien sûr, pas de souci. Je m'appelle Quentin, j'ai 28 ans. Moi, j'ai plutôt un parcours dans la tech et l'entrepreneuriat. J'ai un background d'ingénieur de base, plutôt en data. J'ai toujours été dans l'environnement et l'écosystème plutôt start-up parisien et notamment en B2C. Donc toujours ce besoin d'avoir de l'impact et être proche des utilisateurs. J'ai bossé chez Lydia, j'ai monté une première boîte dans le tourisme. Et aujourd'hui, je suis entrepreneur et je lance une boîte qui s'appelle Tookie dans la santé mentale. Ok, donc avant de parler un peu de Tookie, on va remonter un peu plus loin. Qu'est-ce qui t'a fait démarrer ? Qu'est-ce qui a fait que tu as lancé ta première boîte ? Qu'est-ce qui te motivait à ce moment-là ? Je pense que c'est ce besoin aussi de créer quelque chose qui change directement et de façon visible la vie des gens. La première boîte, c'était dans le tourisme et c'était pour que les personnes puissent se regrouper autour de week-ends, de vacances entre amis. Donc j'avais déjà ce besoin que il y ait des moments de vie associés à la boîte que je crée, que ça puisse avoir via le digital un impact concret dans la vie réelle, tout simplement. Donc c'est aussi ce besoin de faire quelque chose qui ait du sens, qui soit visible, quoi. Ok, et c'est ce qui t'avait fait choisir aussi la voie dans la data ? Le fait d'avoir de l'impact ? Non, la voie de la data, c'était un peu la voie tout tracée après l'école d'ingénieur. J'avais plutôt un profil donc tech, mais j'avais aussi besoin d'avoir ce rapport un peu au produit, au business. Alors, je savais pas exactement ce que ça voulait dire, mais je voulais être connecté aussi aux autres équipes, pas faire justement quelque chose dans mon coin, mais utiliser la technologie au service d'autre chose. Et c'est ce qu'est la data, elle est au service des équipes produits, au service des équipes sales, au service des équipes customer success. C'est comprendre ensemble via la technologie. Donc c'est pour ça que je suis parti dans cette voie-là. Et après, je me suis rendu compte que la data, je pouvais la créer, mais je pouvais aussi l'utiliser pour moi, mon propre métier. Et je me suis dit, je vais utiliser toutes ces compétences-là pour moi, utiliser les compréhensions technologiques, les informations que je détecte au service de quelque chose d'autre, et notamment le produit. Donc c'est pour ça que je me suis aussi petit à petit dirigé plus vers le produit, via l'entrepreneuriat, ou après chez Lydia, où j'ai taffé pendant 1 an, où j'utilisais moi-même ma propre data au service du produit, et donc, in fine, de l'utilisateur. Donc tu as créé ta première boîte dans le tourisme, ça a donné quoi ? Est-ce que tu t'en es sorti ? Est-ce que tu as arrêté parce que manque de motivation, manque de moyens, je sais pas, avant de lancer Tookie ? Alors, plusieurs raisons. Il y avait un besoin. J'ai mis une solution en face qui était bonne et qui était adaptée. Par contre, je pense qu'il n'y avait pas du tout de marché pour ma solution. Donc, le business model était très compliqué. Les pivots étaient aussi un peu compliqués. Je suis arrivé post-Covid en me disant que tout allait changer. Et finalement, tout ça a pris beaucoup de temps aussi pour que le secteur se restructure, voit un peu les nouvelles trends. Et quand on est entrepreneur, on veut aller très vite. On n'a pas tout ce temps des gros mastodontes pour changer. Et du coup, je pense que c'était plus une question à la fois de timing et à la fois aussi de triptyque besoin, solution et marché et business. Et du coup, ce triptyque-là, il marchait pas sur ma solution. Du coup, au bout d'un an, 1 an et demi, j'ai décidé d'arrêter parce que je voyais pas de solution de sortie ou de pivot intéressant qui allait permettre à cette boîte-là de vraiment exister, quoi. Et du coup, à cette époque-là, t'étais tout seul sur le projet ou t'avais déjà une équipe ? J'étais tout seul. J'étais tout seul sur le projet. J'ai longtemps essayé de chercher des associés avant même de démarrer. Et je me suis dit, en fait, c'est un peu aussi le serpent qui se mord la queue. Chercher un associé avant de démarrer, on n'a pas de
projet vraiment à pitcher. Et donc du coup, j'ai décidé quand même de moi avancer seul, petit à petit. Puis je me suis rendu compte que finalement, je sais pas si j'avais besoin d'un associé ou d'experts à ce moment-là, mais j'avais besoin en tout cas moi d'apprendre, de défricher le secteur, de comprendre ce qui se passait. Et donc du coup, par contre, je me suis toujours beaucoup entouré. À la fois, on en parlera surtout qui, mais aussi dans ma première boîte, j'ai toujours eu besoin de poser des questions à des gens qui avaient déjà vécu ces passages-là pour des boîtes similaires ou non, donc dans des startups, sur le tourisme ou non, comprendre un peu les enjeux, comprendre les rouages du secteur, etc. Donc j'ai toujours eu besoin d'avoir ce bagage et ces conseils à gauche à droite. Et ça, par contre, c'est hyper important. On peut pas faire seul et mal accompagné. Ça, c'est une certitude. Je suis assez d'accord avec toi. Donc du coup, cette boîte s'arrête et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Alors cette boîte s'arrête. Cette boîte s'arrête aussi en même temps que mon chômage. Donc je décide de reprendre un petit peu de temps pour moi et de comprendre ce qui s'est passé à travers mon parcours en data, l'année entrepreneuriale. Et je me dis, en fait, ce triptyque-là, c'est j'utilise la technologie parce que je la comprends, j'utilise les datas, mais je la mets toujours au service de quelque chose. Et ce quelque chose, c'est un besoin utilisateur. Et en fait, quand tu regardes ça, c'est exactement la définition du produit. C'est comprendre un intérêt, un besoin, une problématique, savoir comment l'adresser, mettre une solution en face rapidement et savoir aussi la mesurer. Donc je me suis dit, en fait, mon profil, c'est complètement un profil produit. J'utilisais la data pour le produit. L'entrepreneuriat, bon, c'est tellement 360 que tu fais du produit autant que de la compta, autant que du design, autant que ce que tu veux. Je me suis dit, en fait, c'est exactement là où à la fois je suis bon et c'est ce qui m'intéresse. Et donc, du coup, je décide de partir dans le produit et je bosse pendant 1 an chez Lydia en tant que senior product management dans la partie service client. Donc là, je suis obligé de comprendre les besoins des clients, comprendre toute l'application, comprendre aussi, parce que j'avais une double facette, le besoin de tous les conseillers en interne qui répondent justement tous les jours à ces clients pour qu'ils puissent répondre plus vite, plus efficacement, mieux, avec le bon ton, la bonne posture. Et à la fois de l'autre côté, à ces clients de poser des questions, de répondre à leurs questions avant même qu'ils en aient, et justement de les aider, d'être proactifs sur leurs besoins, leurs demandes, les rassurer. Donc cette partie un peu biface du service client, c'est incroyable. Mais en même temps que tout ça, justement, il y a eu des sujets perso, ce besoin de nouveau d'entreprendre. Et après, c'est comme ça qu'est né petit à petit Tookie. Et là, du coup, maintenant, ça fait 1 an que je suis sur Tookie. Et ça a commencé petit à petit à défricher le secteur, à bien comprendre les besoins, mais bien évidemment d'un point de vue perso aussi. On en reparlera après. Et après, c'est comme ça que j'ai décidé de me lancer full-time sur Tookie. Et cette fois-ci, accompagné à la fois d'associés et à la fois de personnes qui m'entourent. Ok, donc du coup, si je résume, après un diplôme dans les data, tu essaies de créer ton propre produit dans le tourisme, puis tu rejoins une entreprise pour comprendre ce que c'est le produit finalement, pour ensuite aller créer ta nouvelle boîte, Tookie, dont tu vas nous parler. Ouais, exactement. Alors, pour commencer, du coup, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est Tookie ? Ouais, je vais même commencer plutôt de comment ça a commencé. Moi, j'étais pas destiné du tout à cette partie santé mentale, etc. Mais il se trouve que mon meilleur groupe d'amis, eux, sont tous psychologues. Donc, ça fait quelques années que je baigne dedans. Et avec beaucoup de curiosité, je pose toujours des questions, je m'intéresse, j'essaie de comprendre les principes, j'essaie de comprendre les termes, j'essaie de comprendre ce qui se passe, tout simplement. Et je pense que à la fois, on en reviendra dans l'entrepreneuriat, c'est une des clés quand on veut réussir. Mais à force de s'intéresser, de comprendre, en fait, on comprend aussi beaucoup de choses. Et c'est comme ça que j'ai commencé aussi à comprendre ce qui se passait un peu dans ce secteur-là, les postures, ce milieu qui peut paraître aussi obscur quand on connaît pas du tout. Et il s'est passé quelque chose, c'est que mes meilleurs amis a vécu une dépression. Et c'est là un peu où tout a changé pour moi, pour nous, pour ce groupe.
Bah, moi, en fait, je me sentais, pas mal impuissant. Je comprenais pas trop, ce qu'elle vivait et à la fois, je savais que, j'avais besoin d'être là pour elle, que, c'était important que, j'ai une posture justement, parce qu'on avait déjà parlé de stigmatisation et autres. J'ai une posture qui soit pas, justement, malveillante ou en tout cas qui stressante par rapport à ce qu'elle vit, mais plutôt, bienveillante, en essayer d'être un vrai soutien. Et donc du coup, là rentrent 2 facteurs. Un, ce côté, psychoéducation. J'avais besoin de comprendre un peu, théoriquement ce qui se passait. Donc moi, j'ai fait pas mal de recherches. Elle m'aidait aussi à m'envoyer des trucs pour que je comprenne justement, vraiment ce qu'était, une dépression et cetera. Donc je suis vraiment monté en compétence par la force des choses. Mais j'avais aussi cette frustration d'être, un peu impuissant et de la comprendre sans vraiment la comprendre. En parallèle de ça, elle avait recours à, des groupes d'entraide et des groupes de parole avec France Dépression et on en parlait beaucoup, on en parlait assez ouvertement et j'ai vu aussi tout le bien que ça lui faisait, à la fois d'avoir des personnes qui la comprenaient, qui vivaient la même chose au même moment, qui discutait, qui lui permettait de se sentir moins seule et petit à petit après elle qu'elle puisse s'exprimer. Et là je me suis dit: c'est incroyable parce que c'est là où moi je peux pas faire, je peux avoir tout le soutien, je pourrais pas rentrer dans cette catégorie-là et j'ai vu, aussi, tous les bienfaits que ça lui faisait et petit à petit je me suis dit: «Mais c'est fou que, ça soit si caché que ça, en fait». Je comprenais pas pourquoi, ce monde restait un peu obscur. Je faisais aussi le parallèle avec, les alcooliques anonymes, qui est vraiment la base aussi de ce qu'on appelle aujourd'hui la pérédance, mais, en tout cas de l'entraide. Et je me suis dit: «Mais c'est marrant parce que je suis sûr et certain que tout le monde a cette vision, entre guillemets «un peu glauque» d'une salle sombre avec des gens qui se réunissent, alors que c'est pas du tout ça, qu'on n'en parle pas tant que ça». Alors que, je trouve ça un peu révolutionnaire et moi je faisais le parallèle aussi avec ce que je vivais et une phrase que j'ai tout le temps entendue, c'est, «Il y a qu'un entrepreneur qui peut comprendre un autre entrepreneur». En fait, la base de ça, c'est juste, il y a que quelqu'un qui vit, la même chose que toi intensément, qui arrive aussi à capter des choses de ce que tu vis. Et c'est exactement ça, c'est le principe, enfin, c'est un principe, qui s'étend à beaucoup d'autres secteurs, au-delà de la santé mentale d'ailleurs. Et je me suis dit: «Mais si il y a quelque chose à faire parce que c'est un peu caché, c'est un peu obscur». Je trouvais que c'était, peu digitalisé, que c'était voire même un peu vieillot. Quand on va sur les sites, on a l'impression d'être sur les sites internet d'il y a vraiment, il y a 10-15 ans. Et du coup, j'ai commencé à regarder, bah, ce qui se faisait. Ce qui se faisait tout simplement en France, en Europe, et aussi aux États-Unis. Donc j'ai commencé à regarder un peu on va dire l'écosystème, mondial, un peu sur ce qu'il y avait sur, en tout cas ces groupes de parole ou cette partie entraide. Et là, constat, bah, peu de choses, en France, peu de choses en Europe, si ce n'est des initiatives, associatives qui marchent bien et qui ont le mérite d'exister. Heureusement qu'elles sont là. Et par contre, je vois aussi des boîtes qui, sont là depuis quelques années aux États-Unis. Comme tout le temps, elles sont en avance, au Canada aussi et qui sont, elles, sous format, digital, app, avec, un peu le 2.0 de justement cette partie, entraide et groupe. Et là, je me dis: ben, je pense qu'il y a quelque chose à faire. Et au lieu de me lancer bien en tête, en fait, j'ai un peu pris et téléchargé les apps aux US et j'en ai parlé justement à mes amis psy et à cette personne-là aussi pour voir, bah, qu'est-ce qu'elle en pensait, qu'est-ce qu'elle voyait par rapport à ce qu'elle a vécu, qu'est-ce qui lui aurait fait du bien à ce moment-là, quels étaient les points très importants. C'est là où on a décelé aussi la partie anonymat, la partie sécurité, etc. Quelles étaient les limites de ces applications. Et donc du coup, avant même de me lancer, j'ai pris une application là-bas, j'ai regardé toutes ces limites, ce qui était bien, ce qui était pas bien, et comment moi je voulais le faire avec ma vision de la santé mentale, ma vision de la pérédance. Et c'est comme ça qu'après j'ai commencé à me lancer sur ce créneau-là, en essayant pas de répliquer, mais en fait d'avoir une vision un peu différente, parce qu'on n'a pas la même culture non plus que les États-Unis. On a besoin quand même d'être plus rassuré, plus cadré. On a besoin de faire les choses différemment aussi. Les mots sont pas les mêmes, mais en tout cas avec le même principe de groupe d'entraide, de communauté, en tout cas de pérédance. Et c'est comme ça que j'ai monté Tuki. Et aujourd'hui, Tuki, c'est quoi? C'est une safe space qui permet à la fois de se comprendre via la psychoéducation et de se sentir soutenu au quotidien via cette communauté d'entraide.
Et du coup, est-ce qu'aujourd'hui, n'importe qui peut télécharger l'application? On est d'accord que c'est bien une application? Ouais, exactement. C'est une application mobile qui a une partie gratuite avec quelques ressources et des témoignages clés qui changent à la semaine. Donc pour déjà aussi avoir du contenu sur lequel s'appuyer et avoir les premières briques de rompre ce sentiment de solitude et d'isolement et de déstigmatiser ce qu'on vit. Et d'expliquer aussi ces concepts-là qu'on a potentiellement pas encore assimilés ou compris. Justement, qu'est-ce que c'est que la stigmatisation, quelles sont les possibilités qui s'offrent à moi quand je vis quelque chose d'ordre psychique. Donc ça, c'est une partie gratuite. Et après, on a un format abonnement qui permet d'avoir accès à des parcours psychoéducatifs, donc qui sont basés sur des troubles. Et par trouble, on retrouve des concepts clés à comprendre. Et nous, on le fait vraiment d'un point de vue père aidant, c'est pas forcément d'un point de vue théorique. On se base beaucoup sur les vécus de d'autres personnes et on met toujours un témoignage avec, on fait toujours des parallèles avec la vie courante parce qu'en fait le processus c'est pas de forcément de monter en compétence et d'être expert, c'est surtout de se comprendre à un moment donné et de faire le parallèle entre ce qu'on dit et sa propre vie et de commencer à avoir un cheminement, en tout cas commencer à avoir des questionnements qui sont sains à ce moment-là. Donc c'est un peu un pas à pas psychoéducatif et c'est ces espaces pour à la fois témoigner, donc c'est vraiment libre, déposer sa parole sans jugement, quand on le veut, quand on le souhaite, quand on se sent pas bien et lire les témoignages des autres qui sont aussi un peu plus longs. Vraiment c'est raconter son histoire et une partie beaucoup plus échange, partage, qui permet de, quand on se sent pas bien, quand on a des questions, ou alors tout simplement de rebondir sur des sujets qui existent déjà, vraiment de comprendre, en tout cas de s'exprimer et de comprendre ce qu'on vit aussi à travers le vécu des autres. Ok, ouais, je comprends un peu mieux ce que tu dis, et du coup, c'est directement en rapport avec c'est de la pérédance. Exactement. On a un peu divisé justement cette partie pérédance entre je livre mon histoire, donc ce besoin aussi de s'exprimer, d'ouvrir la parole et de lâcher un petit peu le bagage qu'on a, et cette partie vraiment très entraide via le vécu, qui permet encore une fois cette partie solitude, mais qui permet aussi de commencer à avancer par rapport au vécu des autres qui sont peut-être potentiellement un peu plus loin dans leur établissement. Je vois. Et en termes de tarifs, par simple curiosité, c'est combien par mois et comment t'as travaillé tes tarifs? Alors c'est une très bonne question. On a longtemps réfléchi. Donc nous on n'est pas une association. Du coup on a forcément un business model et on voulait surtout pas que l'utilisateur, le membre Tuki, soit lui-même le produit. Donc quand tous les services gratuits qu'on utilise hors association, attention, souvent c'est qu'on est soi-même le produit parce qu'on revend de la donnée, parce qu'on utilise tout ce qui se passe sur la plateforme, parce que on revend du temps ou de la pub comme le font les réseaux sociaux. Et ça, nous, c'est pas du tout notre critère parce qu'on veut que ça reste très très safe. On veut pas de la pub. On veut que on ait un sujet qui soit éthique vraiment. Et donc du coup, on a décidé d'avoir un business model par abonnement. Et par contre, on voulait aussi démocratiser la santé mentale, qui est important pour nous. Donc ça veut dire que l'abonnement, il doit rester peu cher et accessible. Donc aujourd'hui, on est sur un abonnement à 9,90 par mois, qui est le prix d'un Spotify, qui est le prix d'un abonnement Netflix ou autre, et qui permet d'avoir accès à l'entièreté de l'application, avec des pairs aidants aussi professionnels dedans qui permettent de rebondir, etc. Donc, t'as une app qui permet d'avancer dans son parcours. Petite pause pour vous demander de laisser un avis si le podcast vous plaît et suggérez-moi des invités en commentaire pour de futurs épisodes. Ça m'aide vraiment. On reprend. C'est une parfaite transition pour le premier sujet, qui est, est-ce que tu peux nous parler un peu du coup de la péridance et de comment est-ce que vous l'abordez concrètement? Ouais. Alors c'est un vaste sujet, la péridance, et j'ai lu pas mal de bouquins là-dessus, et il y en a un que j'ai vraiment adoré, c'est la péridance en santé mentale de Nicolas Franck et Caroline Sellars. Je le recommande à tous les auditeurs. Il permet vraiment de comprendre la différence entre péridance, entraide, vécu, tous ces termes qu'on entend un petit peu partout. Pour nous, il y a deux sujets, il y a l'entraide et la péridance au sein de Tuki. L'entraide, c'est vraiment parler à des personnes concernées
qui sont peut-être avant, peut-être au même moment que nous, peut-être plus avancés dans leur parcours de rétablissement. Et on a vraiment aussi cette partie pair aidance, plutôt professionnelle. Donc là, c'est comment on utilise les vécus de personnes qui sont aujourd'hui rétablies, qui ont fait un travail sur elles-mêmes pour justement comprendre ce qui était de l'ordre de leur vécu et ce qui était aussi de l'ordre du plus théorique, comprendre ce qui était plus singulier, ce qui pouvait généraliser aussi à d'autres personnes et comprendre aussi une approche d'accompagnement. Et donc c'est là aussi intervient la partie pair aidance que nous aussi on met au sein de Tuki pour s'assurer que une personne a aussi les bons questionnements et les bons outils pour avancer dans son parcours. Et pour nous, la pair aidance, c'est vraiment ça. C'est comment changer un peu de paradigme. C'est un peu aussi ce qui est en train de se faire là aujourd'hui, de passer d'un axe très centré soin à un axe centré vers le patient, vers le rétablissement, vers justement cette partie qu'on appelle empowerment. C'est comment redonner les cartes et les outils à une personne pour qu'elle-même soit actrice de sa santé mentale et de son rétablissement. Ok, et du coup, concrètement, quand une personne arrive sur l'application de Tuki, comment ça se traduit du coup cette pair aidance ? Justement, il y a cette partie entraide avec ces espaces d'échange, de témoignages, et cette partie pair aidance professionnelle, c'est parce qu'on a des pairs aidants qui nous aident, qui nous accompagnent et qui sont partie de Tuki, donc des pairs aidants professionnels. Donc ça veut dire que c'est des personnes qui ont fait le DU ou les licences du CCOMS, de médiateurs santé pair, pairs aidants professionnels, qui sont là sur Tuki et qui permettent de rebondir sur les messages existants pour soit donner son propre vécu, soit apporter un point de vue différent, éclairer une réflexion, ou soit simplement pour accompagner, pour poser une question, apporter une piste de réflexion par rapport aux échanges qui sont en train de se passer. Et elles aussi, donc les pairs aidants, livrent leur vécu au sein de témoignages, donc dans la partie histoire, pour comprendre eux ce qui s'est passé pour eux, comprendre leur histoire, et aussi ils sont porteurs d'espoir. C'est hyper important d'avoir justement cette partie espoir dans son rétablissement, parce qu'on voit que il y a des personnes qui sont vraiment passées par là, qui ont vraiment vécu la même chose que nous, et qui, elles, s'en sont sorties. Et donc, c'est hyper important d'avoir cette partie espoir au sein de Tuki, au sein de la pair aidance, justement, parce que c'est ça qui nous fait aussi avancer, qui nous fait faire un petit pas en avant. Peu importe le pas, c'est important de commencer à avancer, justement. Et nous, on avance ensemble, petit pas par petit pas, chacun a son petit pas, chacun part du point A qui veut où il en est, chacun va à son point B, et peu importe son point B. Et nous, on veut juste que on ait les bonnes steps pour chacun et que chacun puisse avancer justement à son rythme, mais continuer à avancer vers son point B. Du coup, il y a un truc qui est pas hyper clair pour moi. Est-ce que c'est un système plutôt synchrone du type il y a un appel groupé et les gens participent, ou plutôt asynchrone sous la forme de messages? Aujourd'hui, c'est totalement asynchrone. Donc, c'est le principe du groupe de parole, mais en asynchrone. Donc, sous format message ou sous format vocal, d'ailleurs, qu'on va intégrer prochainement. Donc, c'est plutôt sous format asynchrone. Je pense qu'on remettra le format live à un moment donné. Mais aussi, on s'est rendu compte de certaines choses pour le format live qui, sur la flexibilité, imposait aussi une grande rigueur, et aussi sur le côté sécurité et modération, qui est beaucoup plus conséquent d'un point de vue opérationnel, puisqu'on est obligé d'avoir une personne formée au groupe de parole à ce moment-là. Là où le format asynchrone nous permet aussi d'être beaucoup plus vigilant et beaucoup plus strict sur cette modération. Je le disais aussi au début, là où l'utilisateur n'est pas le produit, nous on a un énorme enjeu sur la modération, la sécurité, l'anonymat de nos utilisateurs. Aujourd'hui, c'est une des clés d'entrée pour faciliter aussi l'usage et réduire aussi les biais qu'on a pour commencer à avancer et faire un premier pas. Donc c'est très important cette partie anonymat, mais c'est aussi très important de le respecter, de respecter son anonymat et celui des autres, et cette partie modération. Et donc du coup pour nous c'est quand même beaucoup plus important d'avoir cette partie sécurité, et qu'on a déjà aujourd'hui avec des modérations strictes sur les propos tenus, sur la sécurité, sur les trigger warnings aussi. Parce qu'en groupe de parole, on peut avoir aussi des propos sur lesquels on ne s'y attend pas, qui peuvent être violents pour nous.
Alors que les trigger warnings sous format asynchrone permettent aussi de sécuriser les personnes qui ne veulent pas lire aussi certains témoignages, certains discours, parce qu'ils peuvent être violents ou choquants, et que ces personnes-là sont pas prêtes encore à lire ces histoires. Et bah du coup, ça me fait une parfaite transition pour le prochain sujet, qui est l'utilisation de l'IA dans Tookie. Donc toi, ton domaine à la base, c'est la data. Comment tu intègres ça du coup avec Tookie ? Alors on l'utilise de deux manières. L'IA, il faut savoir que c'est un outil surpuissant, on en parle beaucoup en ce moment, mais l'IA, nous, elle remplace pas le psy, elle remplace pas les pères aidants. Nous, elle nous permet de soutenir justement l'humain. Donc elle remplace rien, mais elle soutient déjà tout ce qui se passe. Et du coup, ça permet aussi de replacer l'humain au centre de notre application, parce que la paire aidance et l'entraide, c'est que l'humain. Et l'IA arrive en support sur à la fois le côté psychoéducation, donc elle permet d'adapter et de coécrire avec justement les psychologues les parcours psychoéducatifs. Donc accélérer justement cette partie contenu, cette partie pertinence du contenu, cette partie recherche et autres. Donc ça c'est un premier point sur toute la partie contenu. Et la deuxième, c'est sur la partie sécurité et modération. Donc aujourd'hui on utilise des algorithmes d'IA en propre et on a pour but d'avoir notre propre IA co-conçu justement avec un comité éthique, avec des psychiatres, des psychologues, des pères aidants, pour avoir une IA dédiée à la santé mentale. Donc, c'est-à-dire une IA qui comprend aussi les intentions, qui comprend la nuance entre un jugement ou non, qui comprend la nuance entre un propos bienveillant ou non, un conseil ou un partage de vécu. Et c'est là toute la nuance aussi de cette pérédance-là, et de pas retomber dans les travers des réseaux sociaux où on a des propos choquants, on a la vente de solutions miracles, on a tout un tas de dérives. Ça justement, c'est l'IA qui nous permet aussi de détecter ce genre de problématiques. Et en fait, du coup, ça arrive aussi en soutien de ce qu'on appelle aujourd'hui sur les forums les modérateurs et autres. Il y a un tas de modération qui se fait via la technologie, qui accepte, qui comprend ou non les propos tenus sur la plateforme, sur l'app, et qui, le cas échéant, ou si on a des doutes, remonte justement à une personne qui, elle, va prendre le temps de regarder le contexte, le propos, le sentiment aussi exprimé, et de valider ou non. Ce qui nous permet aussi, nous, après, d'enrichir notre propre algorithme, pour savoir si ces propos tenus étaient finalement acceptables ou non. Alors du coup, je vais essayer de résumer pour voir si j'ai bien compris. Donc, ce que vous faites, c'est que vous utilisez de l'IA dans la modération, mais du coup, c'est une IA que vous avez vous-même entraînée, c'est pas un modèle type ChatGPT. Alors si aujourd'hui on utilise des modèles existants et on est en passe de création de notre propre modèle pour la modération. Ok, ouais, c'est plus clair pour moi. Donc du coup, aujourd'hui, vous l'utilisez pour la modération, parce que ça prendrait des années à un être humain de lire tous les messages postés, et du coup, pour personnaliser les ressources, si je comprends bien. Tout à fait, exactement. Et automatiquement placer des trigger warnings, encore une fois sur la partie modération et sécurité, détecter le propos, le sujet et autres. Donc un peu cette partie tagging, flagging, qui permet justement de sécuriser tout le monde sur les propos tenus. Alors j'aime beaucoup du coup la manière dont vous utilisez l'IA, surtout le côté trigger warning, le fait de les ajouter automatiquement, je trouve ça super pertinent. Ouais, on revient un peu au principe de la data. Hein. L'IA, c'est finalement de la technologie et de la data, et elle doit arriver au support de quelque chose. Et du coup, nous, elle est au support des ressources et de cette sécurité et modération. Donc là aujourd'hui vous avez 1 an d'existence, peut-être un peu plus. Quel est le bilan? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment tu te sens après 1 an à travailler avec Tookie, enfin pour Tookie? Ouais, super question. On est plus sûr que jamais que ce qu'on fait, on le fait à la fois bien, qu'on est au bon endroit au bon moment, que les choses sont en train de changer justement sur cette partie paire et danse, et que l'écosystème est en recherche de notre solution. On a commencé à discuter avec des associations pour prendre le relais, parce que ces associations, elles ont 6 mois, 1 an d'attente, et que une personne démunie n'est pas forcément... Enfin, ça peut être violent d'attendre 6 mois à 1 an. Donc d'arriver en relais de ces associations qui sont super, mais qui n'arrivent pas à absorber la charge, en relais de ces lignes d'écoute sursaturées qui prennent 20 à 30% des appels, en relais aussi et surtout en suivi des parcours de soins existants, soit en hospice, soit chez en suivi individuel via un psychologue. Donc, en parlant à tout l'écosystème, on se rend compte que, on fait les choses bien
à la fois pour les patients, mais aussi pour les pères aidants, en les sécurisant avec de la supervision, que les acteurs de la santé mentale aujourd'hui sont en recherche de ce genre de solutions, notamment pour la partie suivi, parce qu'on sait que personne qui sort d'hospice, on sait que si elle se sent soutenue et qu'elle a du soutien sur les les 2 semaines qui suivent, il y a un fort chance qu'il y ait pas de taux de réhospite derrière. Donc c'est hyper important pour elle, quoi. Donc on a un peu tous les signaux qui sont ouverts. Nous aussi, on a les retours des membres Tuki qui sont juste super, où on se rend compte que oui, ils nous le disent, ils se sentent beaucoup moins seuls, ils se sentent soutenus. Voilà, on leur demande même pas, on le voit dans les écrits que eux-mêmes partagent sur la plateforme. Donc c'est ça qui est un peu génial. On est très à l'écoute de leurs retours et aujourd'hui, on a juste envie d'accélérer, d'aller plus loin, de le faire mieux avec notre propre application, justement d'aller justement chercher l'échelle de ça, de démocratiser avec tous les acteurs de la santé mentale. Et je le dis toujours, je pense qu'il y a aucun concurrent dans ce secteur-là, mais qu'on est tous ensemble dans une quête et un défi qui est juste énorme, et que je vois que c'est aussi qui est en train de se passer, où tous les acteurs sont en train de s'unir, se souder, faire des collectifs pour aller dans un même sens, quoi. Parce que l'urgence, elle est là, et que on le sait tous et qu'on n'a pas le choix d'agir. Donc là, je suppose que tu parles du collectif Mental Tech que vous avez rejoint il y a pas longtemps, il me semble. Exactement. Entre autres, sur le collectif Mental Tech, ou sur juste des initiatives à gauche à droite, sur des acteurs qui trouvent des synergies communes pour avancer et avoir plus d'impact et faire avancer les choses, tout simplement. Oh, ok. Et du coup, donc toi, comment tu vois l'évolution de Tuki? Donc à moyen, court et long terme. Donc disons 1 an, 3 ans et 10 ans. Ce serait quoi les choses que tu imagines par rapport à ça? Alors, 1 an, on a l'app qu'on veut, c'est-à-dire les bonnes fonctionnalités, le bon usage de nos fonctionnalités, et on est sûr que notre plateforme est safe. Donc, déjà ce qu'on fait aujourd'hui, mais beaucoup plus automatisé. Donc ça, c'est la vision dans 1 an où concrètement, on a délivré la valeur de Tuki. Dans 3 ans, c'est être vraiment l'acteur privilégié en France sur cette partie suivi et entraide. Donc, c'est-à-dire être référencé au sein d'hôpitaux, être référencé auprès de beaucoup d'acteurs de la santé mentale, notamment des psychologues, des psychiatres, et être directement intégré au parcours de soins. Ça, c'est très important pour nous parce que en fait, c'est aussi par là que va se faire la partie continue du rétablissement, et que chacun aussi va pouvoir trouver les clés au bon moment. Et ça, c'est hyper important pour nous. Et à 10 ans, je l'espère, leader sûrement mondial, puisqu'il y aura aussi des sujets d'expansion à l'international, mais toujours avec cette même optique d'entraide, de psychoéducation, de rétablissement par le vécu et d'empowerment, où on donne toujours les bons outils au bon moment aux patients, en tout cas aux personnes concernées. C'est amusant parce que du coup, dans la vie de l'entreprise, tu m'as pas parlé de levée de fonds. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez envisagé, que vous envisagez peut-être, vous avez déjà fait? Alors, c'est pas quelque chose qu'on pense, puisqu'en fait, on est en train de la faire en ce moment. Là où en ce moment on se parle, je suis typiquement en levée de fonds. Donc oui, c'est important d'avoir pour nous des investisseurs, pas n'importe lesquels, des investisseurs qui nous suivent par rapport à la mission. Donc plutôt des investisseurs à impact pour nous, qui croient au projet, qui croient au marché, qui croient à ce qu'on fait, parce que le paradigme est en train de changer et c'est maintenant. Donc oui, on est typiquement en levée de fonds pour accélérer, faire les choses bien et avec les moyens, tout simplement. Donc oui, c'est important d'avoir les bons acteurs aussi qui nous accompagnent. Et on n'en a pas parlé aussi, mais depuis le début, on s'entoure aussi de psychologues, psychiatres, pères aidants professionnels qui nous aident à construire aussi Tuki. Je sais que tu avais Thomas Cantalou sur ton podcast. On parle avec lui depuis le début pour avoir ses conseils, ses retours. Donc ça, c'est hyper important. Et c'est aussi important d'avoir avec nous des investisseurs financiers pour avancer. Je pense que quand l'épisode sortira, la levée de fonds aura eu lieu. J'espère qu'elle sera bien passée. Et du coup, est-ce que tu aurais un mot de la fin pour clore l'épisode?
Ouais, le mot de la fin, je dis aussi que, la santé mentale, c'est pour les concernés, mais c'est aussi pour tous. Je pense que, voilà, avec un Français sur 5 concernés, finalement, on est tous un peu aidants et je pense que c'est aussi un peu le travail de tous de faire l'effort quand, nous, on va bien, de se renseigner, de comprendre, de juste demander aux gens comment ça va et d'être à l'écoute. Voilà, ce mot de la fin, il est un peu, positif et je pense que c'est important d'être un tout petit peu plus tourné vers les autres, de prendre le temps d'écouter et sincèrement en tout cas, parce que c'est aussi par ça que les choses changeront. Essayer d'aller mieux quand on a un sujet de santé mentale, c'est bien, mais il y a aussi ces sujets de prévention. Et je pense que voilà, c'est le devoir de tous de juste savoir que ça existe et d'être là comme un vrai soutien pour les personnes qui en ont besoin. Merci beaucoup pour ce mot de la fin, Quentin. Merci à toi. C'est déjà la fin de cet épisode. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. Vous pouvez nous soutenir en mettant 5 étoiles sur le podcast et en nous proposant des idées d'invités en commentaire.